Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Richard Azarnia, homme d'affaires français, mais aussi l'un des instigateurs de l'initiative publique The Future Armenian, le futur arménien en français. Bonjour à vous, Monsieur Azarnia. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Donc, The Future Armenian, comme je l'ai dit, le futur arménien, a pour but d'encourager le dialogue qui mène à une compréhension mutuelle et aussi à une vision future pour l'Arménie et pour les Arméniens. C'est ce qu'on peut retrouver comme description sur votre site. C'est suite à la guerre du Karabakh de 2020 que vous et d'autres Arméniens influents à travers le monde avez décidé qu'il était temps d'apporter votre contribution pour une Arménie qui soit plus durable. C'est un projet qui paraît très ambitieux. Quel a été l'élément pour vous déclencheur qui vous a décidé à faire partie de ce projet? Alors c'est une bonne question, je corrige peut-être légèrement l'historique. En fait, la guerre au Karabakh a, on va dire, accéléré et peut-être donné une autre envergure à la question, mais cette question, on se l'a posée déjà avant. Donc l'initiative de base, c'est une suite, si on veut dire, mais pas tout à fait, de l'initiative de Noubar Afeyan et de Rouben Vartanian qui donc date d'il y a une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelait Armenia 2020, dont l'objectif était de se projeter sur les 20 années à venir. Donc, or, aujourd'hui, on est arrivé en 2020, on a même dépassé 2020. Et l'idée, c'est quid des 20 prochaines années. Et c'est dans ce contexte-là qu'à partir de la fin de l'été 2020, on a commencé à discuter, à se réunir pour voir quelle suite donner, et surtout une suite plus vaste, et j'y viendrai. Et là-dessus est arrivé, bon, il y avait déjà la pandémie du coronavirus qui s'est empirée, et plus la guerre d'Artsakh qui a fait que voilà, l'actualité, quelque part, a rattrapé, ou nous avons rattrapé l'actualité. Enfin bon, c'est devenu un vrai sujet. Et moi, ce qui m'a donné envie d'y participer, c'est le fait que, et la guerre l'a très bien illustré, la défaite l'a très bien illustré, c'est que cette guerre n'a pas été perdue en 44 jours, elle a été perdue sur les 20 dernières années, par un manque de projection, d'imagination et de stratégie d'avenir. On l'a bien vu. Ce qui a distingué les troupes arméniennes des troupes azerbaïdjanaises, c'était d'une part la qualité de l'équipement, d'autre part la qualité des relations géopolitiques qu'ils avaient tissées en amont et en préparation à cette guerre. Or, l'Arménie s'était dans le même temps isolée, surtout de son grand frère russe, entre guillemets, et on a bien vu les conséquences de cette isolation générale mais spécifique à la Russie, et c'était pas du tout préparé à cette guerre d'un point de vue technologique, d'un point de vue modernisation. Donc, c'est là où on a dit, et c'est de cette accélération que je vous parlais, c'est que l'Arménie, comme tout pays, a besoin d'une vision, a besoin d'une stratégie, a besoin d'un but et d'un objectif et une démarche active. On ne peut pas être tout le temps dans la réaction. La guerre, encore une fois, est une illustration. Et pour moi, c'est ça qui était intéressant. C'est comment, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui change extrêmement rapidement, l'Arménie peut demeurer pertinente et peut avoir toute sa place. Et ça, c'est un vrai travail d'imagination et de projection qu'on espère aujourd'hui avoir entamé et, grâce à ce dialogue et cette approche. Donc, vous avez établi une liste de 15 objectifs afin de contribuer au développement de l'Arménie. Parmi elles, il y a, j'en cite quelques-unes, la sécurité de l'Artsakh, la reconnaissance de son statut légal, l'unité entre l'Arménie et la diaspora, les alliances fortes au niveau diplomatique, la bonne gouvernance, le développement démographique et l'éducation notamment. Tous ces objectifs-là sont importants, mais laquelle, selon vous, vous semble actuellement la plus urgente à mettre en place, sachant que l'Arménie, comme vous l'avez noté, comme on en a parlé, est en période de crise suite à la guerre du Karabakh? C'est une question piège. Laquelle des 15 est la plus importante? Déjà, d'une part, nous, on était partis sur 10. Et c'est important de le préciser parce qu'on a eu un pré-dialogue avec à peu près 800 signataires qui nous ont convaincus, de par les échanges qu'on a pu avoir, de passer à 15. Donc ça, c'est important. C'est pour dire que c'est un dialogue et c'est quelque chose qui est en mouvement. On ne peut pas présumer de vouloir établir l'avenir d'un pays en étant rigide. Donc ça d'une. Et votre question le souligne aussi, c'est que les priorités peuvent changer. Or, aujourd'hui, je pense que la priorité absolue devrait être la sécurisation de nos frontières. On sait très bien que l'accord, on va dire, de cessez-le-feu et de garantie des frontières qui a été parrainé par la Russie est temporaire à plein d'égards. On sait très bien qu'il va falloir tracer une route qui passe de l'Artsakh en Arménie et d'autre part de Nakhitchevan vers le reste de l'Azerbaïdjan. Et on sait qu'aujourd'hui, de manière active, les forces azerbaïdjanaises tentent
là où ils peuvent, de grappiller des territoires. Alors, Artsakh, c'est compliqué parce qu'il y a les troupes russes, mais au niveau de la province du Syunik, ça se fait tout le temps et en permanence, et c'est un vrai danger. Donc, je pense que cet aspect-là est clé, mais, et je dis c'est un grand mais, il ne faut pas s'engager là-dedans en oubliant les 15 autres ou les 14 autres objectifs, parce qu'encore une fois, un pays ne peut pas se construire dans la réaction, mais dans la proactivité, dans l'action. Donc oui, absolument, assurons-nous que nos frontières demeurent stables et sécures, mais sachons aussi qu'il ne faut pas perdre, il ne faut pas avoir la tête dans le guidon et perdre, par conséquent, perdre tous les objectifs qui sont à plus long terme, parce que c'est ceux-là qui assureront notre avenir et de manière beaucoup plus pérenne. Encore une fois, si on avait eu les bonnes relations diplomatiques, si on avait eu une économie florissante, si on avait eu des avancées technologiques, on n'aurait pas été dans la situation où on se fait grappiller du territoire dans le Sunnique. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a effectivement des priorités, mais ces priorités ne valent rien si on n'a pas un mouvement continu sur la durée et sur d'autres objectifs également. Donc voilà, l'initiative The Future Armenian, c'est quand même basé sur beaucoup de si on avait fait ça, on n'aurait pas eu ça. Vous avez envie de prendre ça en main. Comment vous allez faire ça concrètement? Vous avez une série d'événements qui vont se mettre en place, une série d'événements à travers des dialogues. Comment ça va se passer? Qui va être un peu plus impliqué? Est-ce que vous allez choisir des citoyens standards de tous les jours arméniens? Comment ça va se passer? Quel genre d'acteurs vont avoir leur rôle à jouer dans tous ces événements qui vont avoir lieu? D'accord, oui, absolument. Alors, il faut voir on va dire, ce momentum ou cette initiative en trois temps. Le premier temps, c'était celui de la nôtre, où on s'est retrouvé avec le groupe des initiateurs, des fondateurs. On a imaginé quelque chose, on a fait une analyse accompagnée d'ailleurs par McKinsey, dont la publication va bientôt être organisée, de la situation. On s'est projeté vers un avenir et vers des questions, des objectifs qui peuvent mener à un meilleur avenir. Et ensuite, on a, comme je l'ai dit, partagé ça et élargi légèrement les objectifs pour en arriver à 15. Ça, c'est le premier temps. Aujourd'hui, le deuxième temps, c'est celui dont vous parlez, c'est celui du dialogue, de la réflexion, de l'élargissement du débat, surtout, et c'est pas un hasard, au moment des élections dans la République, pour justement servir de toile de fond au débat. Qu'on ne soit pas uniquement dans des querelles de clochers, dans des querelles politico-politiciennes, mais qu'on tienne compte des vraies questions qui vont être clés pour l'avenir du pays. Et dans ce deuxième temps, il y a ce dialogue, ce partage, des débats qui vont avoir lieu, des publications, des analyses, dont celle de McKinsey, qui ont été la base de notre réflexion. Et celles-là vont devoir mener à un troisième temps qui, pour nous, est vraiment celui qui compte, pardon, c'est quels outils, quels moyens mettre en place pour arriver, en tout cas avancer vers ces 15 objectifs. Là, nous avons trois idées qui sont clés, qui ont été avec nous depuis un moment. Principalement le Future Today Fund, qui est l'idée d'un fonds d'investissement et de développement pour l'Arménie. GAIN, qui est le Global Armenian Impact Network. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, c'est quand même la matière première la plus unique et la plus puissante de l'Arménie, c'est sa diaspora, qui est deux fois plus nombreuse que la population locale et aussi des capacités à la fois humaines et matérielles que n'ont pas la population locale. Et comment on peut apporter ces deux pour contribuer à l'effervescence et à l'amélioration, on va dire, des conditions dans la République? Comment est-ce qu'on allie ces deux forces? Et troisièmement, l'idée de monter en Arménie, ce qui n'existe pas, un institut de recherche publique, comme on en a dans tous les pays, comme l'INSEE, l'INSERM, enfin en France par exemple, pour prendre ces exemples-là, pour qu'on puisse gouverner. Parce que gouverner sans savoir et gouverner sans faire face aux réalités, c'est très très difficile et c'est un peu l'histoire des 30 dernières années de l'Arménie. Donc ça, ce sont nos idées, ce sont trois initiatives concrètes qu'on va mettre en place dans la ligne des 15 objectifs qu'on a cités et pour aider à évoluer. En revanche, on a aussi la structure Armenia 2041 qu'on va développer, qu'on imagine, on va dire, comme plateforme pour toutes les idées, pour toutes les envies, pour toutes les initiatives qui existent ou qui pourront exister, qui elles aussi vont mener à ces 15 objectifs, au fait de pouvoir avancer sur cette ligne. Et donc, on va développer dans ce deuxième temps dont je vous ai parlé, quels sont les vrais objectifs qu'ils impliquent réellement. Et dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avancer? Nous, on a quelques idées et on aimerait bien que tout le monde arménien, et même au-delà,
à la fois de la République, de la diaspora, et puis d'autres qui de l'extérieur ont aussi une envie que l'Arménie se développe et stabilise la région, puissent contribuer avec leurs idées, leurs initiatives, et qu'on trouve un moyen intelligent d'avoir une plateforme qui puisse créer des synergies, des symbioses, et faire évoluer de manière intelligente, sans avoir trop de doublons, le pays et les initiatives qu'on a proposées vers ces objectifs finaux qui sont le développement du pays. Et justement, vous avez envie que tout le monde arménien soit impliqué dans le projet. Comment les Arméniens, que ce soit tant de la diaspora et de l'Arménie, comment peuvent-ils, eux, s'impliquer dans votre projet? Pour reprendre ces deux temps, dans ce temps-ci, qui est celui du débat et du dialogue, c'est d'influer sur le projet, pour que ce ne soit pas notre projet. Enfin, ce sera forcément notre projet, mais que veut dire ce nôtre? Est-ce que c'est 5, 10, 15 personnes qui sont assises dans une salle et on réfléchit à ça? Ou est-ce que c'est 9-10 millions d'Arméniens de par le monde? Et moi, je pense qu'il faut que ce soit les 9-10 millions d'Arméniens de par le monde. Alors, tout le monde ne va pas se sentir concerné, tout le monde ne va pas forcément avoir des idées, ou alors ils auront des idées, mais ils n'ont pas des moyens concrets de les faire avancer, mais peu importe. Aujourd'hui, on est dans le temps du débat et du partage. Et il faut que ce soit quelque chose de pan-arménien, il faut que ça aille au-delà des frontières de l'Arménie, pour la raison que j'ai citée. Je pense que la diaspora est vraiment une ressource unique et que l'Arménie devrait en profiter. Mais aussi parce que ce n'est pas juste un sujet arménien. On voit aujourd'hui que tous les pays, des plus riches aux moins développés, sont en proie à des tensions et des complexités environnementales, sociales, financières, économiques, du fait d'un monde qui bouge et qui change à une vitesse qu'on n'a jamais vue. L'Arménie en fait partie. L'Arménie a bien vu de très très près la différence technologique entre deux pays et quelques millions de dollars. Et ça, c'est la défaite dans une guerre en 44 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Arménie pour que l'Arménie puisse, pour moi, à mon avis, servir de laboratoire au reste du monde? C'est comment on teste les nouvelles approches, qu'elles soient méthodologiques, technologiques, économiques, aux questions sociales, environnementales, humaines qui se posent à tous les pays du monde. Et si l'Arménie, comme petit pays, comme petit laboratoire, peut aider à résoudre ces problèmes-là, eh bien, ça peut servir vraiment de modèle pour, sur certains pans, pour le reste du monde. Et les Arméniens qui pensent avoir des idées, des initiatives, des ressources, et les ressources, ça peut être de l'argent, ça peut être le savoir, ça peut être du temps, à partager pour, dans ce premier temps, imaginer ce que peut être l'Arménie de demain, et pas que l'Arménie de demain, mais un modèle d'une société qui fonctionne de manière, avec les nouvelles règles du nouveau monde qui est en train de s'imposer à nous, eh ben, qui viennent et qu'on discute, et que dans un deuxième temps plus tard, on active ces idées, on met en place ces notions, on finance, on outille ces capacités pour justement mener des activités concrètes sur le terrain qui auront pour but de nous faire avancer sur ces 15 ou 20 ou 10, on verra, objectifs qui seront définis par cette plus vaste communauté qui veut que l'Arménie soit différente et qui veut que le monde soit différent globalement. Justement, en parlant de la diaspora et de sa relation avec l'Arménie, on va venir, c'est ma prochaine question. Donc, la diaspora a toujours été un pilier puissant, vous l'avez dit, et c'est une ressource très forte pour l'Arménie, tant que jusqu'à la révolution de 2018, comme vous le dites, tant qu'elle ne se mêlait pas de politique interne. Et puis, la révolution de 2018, la révolution de velours de 2018 a un peu changé la donne et la guerre d'autant plus. Et vous, tandis que ainsi que les autres co-auteurs, vous dites qu'il est temps que les Arméniens de la diaspora revoient la manière dont ils conçoivent leur identité arménienne et la mère patrie. Mais il est temps aussi que les Arméniens d'Arménie revoient leur concept, le concept de la diaspora et de son implication au sein du pays. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Comment vous décririez justement, vous, la relation entre ces deux entités? Sans faire trop d'histoire, parce que c'est toujours sujet à interprétation, avant l'avènement de la République, il y a une trentaine d'années, globalement, l'arménitude pour la majeure partie de la diaspora se résumait dans deux faits, la chrétienté et le génocide. Or, l'avènement de la République a changé deux choses. Elle a ouvert déjà les portes de l'Union soviétique, ce qui a fait qu'une grande partie de la nouvelle immigration arménienne n'est pas issue du génocide, n'a pas cet historique-là.
Et deuxièmement, elle a créé un nouveau point d'ancrage pour la diaspora qui n'existait pas. C'était une république, une mère patrie, comme vous l'avez très bien dit. Or, il me semble, et en tout cas c'est très très vrai en France, que le lien avec le génocide devient de plus en plus fin, de plus en plus étriqué, et surtout de moins en moins pertinent, parce que c'est un regard porté vers le passé et vers la douleur. Or, il faudrait aujourd'hui, parce qu'on a un lieu, un pays qui se prête à un regard porté vers l'avenir et l'espoir, on devrait plutôt utiliser cette référence-là comme notre phare, si vous voulez, plutôt que ce soit le génocide. Et en plus, c'est beaucoup plus parlant pour les générations à venir qui, comme je disais, ont un lien quasi inexistant. Ils ont jamais connu quelqu'un qui a connu le génocide. Donc, je pense que si on se donne, à la fois pour la République d'Arménie et les membres de la diaspora, comme point d'ancrage commun, cette terre, on l'appelle comme on veut République ou autre, cette terre d'Arménie, à ce moment-là, on peut et on doit construire quelque chose. Et je pense que ça, c'est à la fois pour la diaspora un vrai saut vers l'avant, un vrai saut vers l'espoir qui a toujours manqué. Moi, ma famille a eu la chance, ils ont fui l'URSS en 1938, on n'a jamais connu le génocide. Donc, je ne veux pas parler de quelque chose qui ne me concerne pas, mais on a eu cette chance et cette liberté intellectuelle qui a permis que l'Arménie, pour moi, ne soit pas de la tristesse et de la mort et du passé. Donc, ce que je propose aujourd'hui, intellectuellement, philosophiquement, c'est qu'on se dise tous, Arméniens du monde entier, que notre point d'ancrage, notre phare dans la nuit, c'est cette république, cette terre, qui est la nôtre à nous tous. Maintenant, ce que ça veut aussi dire, et quelqu'un l'a très bien souligné, enfin beaucoup de gens l'ont souligné récemment, c'est pas la diaspora qui envoie ses fils se faire tuer sur le front. Et donc, ça c'est très juste. Il faut que la diaspora ait un engagement plus profond et plus réel d'un côté, mais pour que ça puisse être le cas, il faut que la République accepte que la diaspora soit active et participe. Je ne vais pas dire se mêle de la République d'Arménie, mais soit active et participative. Et donc, ça, c'est pour moi un dialogue qui doit se faire. Il y a 2 points sur nos 15 objectifs qui en parlent. Une diaspora forte et aussi un lien de relations mutuelles et d'indépendance, de co-indépendance, si vous voulez, d'interdépendance entre la République et la diaspora. Ça va se faire dans le temps. Déjà, il faut que ça se fasse conceptuellement, qu'on accepte qu'on est lié. Ensuite, dans le temps, moi, je pense que ça passe par le concret. Et dans le concret, il y a toutes ces activités que nous, on propose qui foncièrement vont impliquer la diaspora, que ce soit le Future Today Fund qui sera financé en partie par la diaspora, que ce soit le réseau, le Armenian Impact Network, où on demande aux Arméniens de contribuer du temps, de contribuer du savoir des Arméniens de la diaspora, qui va créer des ancrages réels, précis, sur le terrain et concret, où on verra qu'on n'est ni dans ce rapport de touristes venus manger du khorovat et repartir, ni dans ce rapport de colonisateurs venus dire aux Arméniens d'Arménie quoi faire avec leur pays, mais de collaborer de manière concrète, précise, vers des objectifs plus larges qui nous renforcent tous, avec comme point d'ancrage central l'Arménie du futur. Ça semble peut-être un peu utopique, mais c'est certainement une aspiration vers laquelle on peut tous avancer. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et enfin, vous l'avez souligné à un moment donné, le 20 juin, les citoyens arméniens vont se rendre dans les bureaux de vote pour élire leur prochain Premier ministre. Et c'est en fin de compte au chef de l'État en général de prendre en main le développement de son pays. C'est en quelque sorte le chef de l'État qui a le dernier mot sur son pays. Pensez-vous que votre voix sera entendue? On l'espère, ça c'est sûr. Je pense qu'on a tout fait pour. On est résolument apolitique. On est résolument ouvert sur le dialogue et la discussion et le partage. On est résolument orienté vers l'avenir. Et on est prêt, comme on dit en français, à mouiller la chemise, que ce soit dans le temps qu'on consacre, de l'argent qu'on consacre, de l'effort qu'on y met, pour, de notre côté, faire voir le jour à ces 3 initiatives dont je parlais, le Future Today Fund, le Global Impact Network et cet institut de recherche et de savoir public. On est aussi prêt à créer cette plateforme qui permet de regrouper toutes ces initiatives et de les rendre plus fortes en les combinant, en créant cette espèce d'action collective. Après, le gouvernement n'est pas obligé de nous tendre la main et on comprend qu'il ne le fasse pas pour des raisons politiques, mais on comprendrait mal qu'il ne le fasse pas pour des raisons d'avenir et pour l'Arménie.
parce que nous faisons partie des forces vives. On peut discuter si les forces sont bien orientées, si les idées ou les initiatives que nous soutenons sont les bonnes. On est toujours ouvert à ça, parce qu'on n'est effectivement pas nous au volant, et on n'a pas nous à répondre des résultats de nos actions auprès des électeurs comme l'aura à le faire le gouvernement. En revanche, au-delà du débat sur la justesse, l'approche, les spécificités des actions, je vois mal pourquoi un gouvernement ne voudrait pas utiliser de ces forces qui, à présent, n'ont pas été à sa disposition. C'est ce qu'on est en train de proposer pour faire avancer le pays, non pas dans la direction que nous souhaitons, mais dans la direction que le gouvernement et l'État et le peuple arménien souhaitent, qui normalement devraient être alignés. Mais bon, ça reste à voir. Merci beaucoup pour cette discussion, Monsieur Azarnian. C'est moi qui vous remercie. Merci Bonne à vous journée. d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.